Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Saviez-vous que l'océan fournit 50% de l'air que nous respirons, qu'il absorbe 30% des émissions de gaz à effet de serre que nous émettons et qu'il régule le climat? C'est Mallory qui me l'a appris lors de notre échange dans cet épisode. Mallory et son chéri ont créé Blutopia. Blutopia, c'est l'utopie d'un océan sans plastique qui est selon eux à notre portée si l'on met en place les solutions nécessaires. Vous l'aurez compris, leur mission c'est protéger l'océan et transmettre ce message à un maximum de personnes. En plus d'être venus végétaliens et d'avoir entrepris une démarche zéro déchet, ils sont aussi partis 7 mois dans 7 pays pour tourner une série documentaire. Salut Mallory. Salut Sandra. Merci beaucoup Mallory d'avoir accepté mon invitation pour les locomotives. Est-ce que tu peux commencer du coup par te présenter ? Bah écoute, oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Mallory comme tu l'as dit, j'ai 24 ans et j'habite à La Rochelle. Se présenter c'est assez compliqué comme ça de but en blanc, mais je pense que si je devais choisir une chose qui me définit vraiment, c'est mon attachement à l'océan. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé avec Julien, mon compagnon, il y a 2 ans, l'association Blutopia, qui est un média positif et à but non lucratif qui centralise les vraies solutions pour protéger l'océan. Et plus récemment, le studio Plouf, qui est un studio de création à destination des projets engagés. Exactement, et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler durant cet échange. Mallory, t'es super jeune, t'as 24 ans. Comment, à 24 ans, on en arrive là où tu es, c'est-à-dire avec tous ces projets qui sont quand même hyper impactants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et peut-être les valeurs qui t'ont été transmises depuis que tu es toute jeune, d'où est-ce que ça te vient ? Alors écoute, je vais te refaire mon parcours. J'ai grandi à La Rochelle. J'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une filière S au lycée. Ensuite, je savais pas trop quoi faire, donc je suis rentrée en prépa pour essayer de garder le plus de portes ouvertes. Après la prépa, je suis rentrée en école de commerce, toujours dans le même état d'esprit, sans jamais trop savoir pourquoi je le faisais, mais juste parce que c'était un peu la voie d'excellence vers laquelle tout le monde me guidait autour de moi. C'est ça, et comme on en avait discuté lors de notre premier échange au téléphone, on est beaucoup à ne pas savoir pourquoi on a fait une école de commerce. Ouais, mais bon, c'est un autre sujet. C'est ça. Et du coup, quand je suis arrivée en école de commerce, pour le coup, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. J'adore. Et je me reconnaissais pas du tout dans ce qui nous était proposé, dans les parcours que les personnes autour de moi avaient envie d'avoir. Et j'ai eu la chance, heureusement, de découvrir assez rapidement l'entrepreneuriat social à travers le Noise, qui est une association de mon école, de l'ESCP, qui est d'ailleurs présente dans d'autres universités, d'autres écoles. Et cet asso, en fait, proposait un programme qui s'appelle Adopte un entrepreneur social. Génial. Donc, j'ai participé à ça avec Nicolas Goudy, qui a créé Active, qui est une plateforme... Et alors, c'est-à-dire, Mallory, pardon, je te coupe, mais tu faisais quoi exactement ? Qu'est-ce que faisait exactement cette association et quel était ton rôle ? Alors du coup, Active, c'était une plateforme qui était présente uniquement sur Paris à l'époque et qui mettait en relation des citoyens qui avaient envie de s'engager avec des associations. Et à côté de mes études, mon rôle, c'était avec une petite équipe, on était 3 ou 4 à s'être engagés dans le programme Adopte un entrepreneur social avec Active. Le but, c'était un peu d'être les bras droits du fondateur parce qu'il était tout seul et de l'aider un peu sur différentes missions. Donc par exemple, on a organisé... une mission avec Emmaüs pour aller repeindre un des lieux Emmaüs pour pouvoir accueillir du public. On aidait à mettre en place des choses sur la plateforme, enfin, plein de petites missions un peu ponctuelles comme ça pour l'aider à avancer et lui faire gagner du temps. Et est-ce que c'est cette association du coup qui t'a donné envie par la suite d'entreprendre quelque chose ayant un fort impact ?
Ouais, en fait, grâce à Active à Nicolas, j'ai découvert Make Sense, qui est une grande association qui est basée à Paris, mais qui a des bureaux un peu partout dans le monde. Parce que lui, il avait été incubé là-bas, donc il avait été accompagné pour développer Active. Et en découvrant Make Sense et en allant dans ses locaux, je me suis dit que c'était génial d'entreprendre pour une cause qui nous tenait à cœur et de pouvoir en faire un métier et quelque chose de viable et pas seulement faire ça bénévolement à côté de son travail qui plaît pas forcément. Qui plaît pas forcément. Donc je me suis dit c'est incroyable de pouvoir faire ça et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de continuer. Et c'est pour ça que quand j'ai dû chercher un stage de césure en école, je me suis tout de suite tournée vers Make Sense et j'ai eu mon stage là-bas. Génial. Et qu'est-ce que tu as fait exactement là-bas alors? Et là-bas, du coup, je suis rentrée au sein de l'incubateur parce qu'il y a différentes activités chez Make Sense, mais moi, c'était vraiment l'incubateur qui m'intéressait. Et je m'occupais de développer une plateforme en ligne pour accompagner plus d'entrepreneurs sociaux à développer leurs activités. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on pouvait accompagner une vingtaine d'entrepreneurs dans l'année en physique, en présentiel, donc vraiment les coacher au quotidien, mais qu'il y en avait des dizaines, des centaines d'autres qui avaient besoin aussi d'être accompagnés et on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'était pas assez nombreux. Et l'idée, c'était de passer un peu à l'échelle toutes les connaissances que l'incubateur avait accumulées pendant les premières années d'activité et de pouvoir les partager au plus grand nombre. Génial, j'adore. Ça me parle énormément. Super, donc t'as vraiment fait des choses géniales. Tu vois, finalement, tu sais pas pourquoi t'as fait ton école de commerce, mais ça t'a quand même emmené et ça t'a permis de faire des stages et d'avoir des expériences qui avaient du sens pour toi. Oui, complètement, complètement, c'est sûr. Génial. Alors, du coup, t'as lancé Blutopia il y a combien de temps? Alors du coup, donc après mon stage de césure chez Make Sense, j'ai voulu continuer à distance et du coup je suis devenue freelance. Et là je travaillais avec l'équipe qui gère les communautés de bénévoles dans la partie digitale et l'idée c'était d'automatiser certains programmes menés avec des citoyens. Et en parallèle de ça, je continuais mes études, donc j'étais en échange à Rome et j'avais encore du temps à côté parce que en échange Erasmus, on n'a pas beaucoup de cours. Donc j'avais du temps pour travailler pour Make Sense et j'avais aussi du temps pour me renseigner sur plein de choses. Et en fait, je passais tout mon temps libre à regarder des documentaires, à lire des rapports, à lire des livres sur l'impact qu'avaient nos actions sur l'environnement qui nous entoure. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais l'impression de protéger la planète et l'océan qui m'est si cher en essayant de limiter ma consommation d'eau, d'électricité et des petits gestes très simples du quotidien. Alors qu'en fait, il y avait plein d'autres choses qui faisaient que ça avait un impact tellement minime par rapport au reste. Et je me suis rendu compte de l'impact, notamment de la pollution plastique et de notre alimentation. Donc je suis avec Julien, mon compagnon, on est tous les deux devenus végétaliens du jour au lendemain. Ça, c'est fort, hein. Ouais. Ça, c'est quand même waouh. Et à côté de ça, on s'est engagé dans une démarche zéro déchet. Bravo. On s'est dit que c'était génial de faire ça individuellement, mais qu'il fallait qu'on touche plus de personnes et qu'on embarque plus de monde avec nous. Et c'est comme ça qu'est né Bluetopia. Donc ça, c'est l'objectif à travers Blutopia, c'est donc d'essayer comment dire, de faire en sorte que d'autres personnes s'engagent dans des démarches zéro déchet et revoient leur alimentation. C'est ça majoritairement les messages que vous faites passer? Ouais, alors c'est deux principaux leviers d'action qu'on promeut, mais il y en a d'autres. Et oui, ce qu'on veut faire avec Bluetopia, c'est en fait dire au plus grand nombre que certes, il y a des problèmes qui touchent l'océan, que l'océan est en danger, qu'il est menacé, mais qu'il y a aussi toutes les solutions qui existent déjà pour pouvoir le protéger. Donc que ce soit pour le protéger de la pollution plastique, du dérèglement climatique, de l'acidification, il y a plein de choses qu'on peut faire nous dans nos quotidiens pour agir. Et ce qu'on veut faire avec Bluetopia, c'est partager ces solutions-là et montrer que c'est possible et aussi que c'est facile d'agir. Oui, c'est vrai. Alors c'est facile psychologiquement pour certaines personnes, c'est pas si évident, mais effectivement, concrètement, c'est facile. Concrètement, c'est pas quelque chose, c'est pas difficile de mettre de mettre en place une démarche zéro déchet. C'est une question de volonté, on va dire. Ouais, exactement. Surtout quand on habite en France, dans une grande ville et qu'on est assez privilégié.
Après, ça Oui, dépend aussi de nos conditions, de là où on vit et de ce qu'on gagne, mais oui. tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner des informations, peut-être des chiffres sur ce qui se passe un peu dans les océans, enfin des chiffres, des informations clés qu'on puisse se rendre compte et que tu puisses faire passer des messages clairs à ceux qui nous écoutent? Je ne sais pas, par exemple, les espèces qui disparaissent. Est-ce que tu as ce type d'informations, le nombre de déchets plastiques qu'on retrouve? Est-ce que tu as des informations comme ça à partager avec nous pour qu'on se rende compte un peu de ce qui se passe? Oui, bah alors écoute, sur le plastique, c'est assez simple. Le chiffre qu'on entend partout, c'est 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés chaque année dans l'océan. Exactement. Donc, dit comme ça, c'est un peu difficile de se rendre compte. 8 millions, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, c'est l'équivalent d'un camion poubelle rempli de déchets plastiques qu'on mettrait chaque minute dans l'océan. Voilà, faut se dire Ah ouais, c'est dingue qu'on dit est comme sur la ça. plage et on ramène un camion poubelle toutes les minutes et on déverse du plastique sans arrêt. Donc c'est assez Mon Dieu. impressionnant. Après, sur le nombre d'espèces qui sont touchées par la pollution plastique, il y a 700 espèces marines qui ont déjà ingéré du plastique ou alors ont déjà été enchevêtrées et coincées dans du plastique. Donc 700 espèces, c'est assez dingue aussi comme chiffre. Ouais, ouais, c'est énorme. Voilà, enfin, des chiffres comme ça, il y en a plein. Et après, ce que nous, on préfère partager, c'est aussi le rôle de l'océan pour nous en tant qu'humains. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez souvent, mais l'océan nous fournit 50% de l'oxygène qu'on respire. Ça absorbe 30% des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet. Ah ouais, d'accord, je savais pas Ça tout ça. régule le climat et ça permet d'avoir une température à peu près vivable sur Terre, ce qui serait pas du tout le cas si on n'avait pas l'océan aujourd'hui. C'est incroyable. Et alors, toi, avant de créer de créer Blutopia, de t'engager dans ce projet, est-ce que tu étais proche de l'océan? Est-ce que tu faisais, je sais pas, des activités dans l'océan? Est-ce que tu avais déjà un lien ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ben, en grandissant à La Rochelle, déjà, le lien, il est assez facile à voir. Il est vite fait. Euh, ouais, il est vite fait. On est sur la côte atlantique. J'allais tous les jours sur le port ou à la plage pour profiter de la vue et de l'air iodé. Et en plus de ça, je me suis rapidement mise au surf quand j'étais au collège. On a eu la chance avec le collège de pouvoir, après les cours, tous les vendredis soirs partir surfer. Donc, Oh, c'est le un rêve. vrai privilège qu'on Génial. n'a plus en ce moment d'ailleurs, mais qu'on va vite retrouver. Et Donc oui, qu'on j'ai fait espère beaucoup vite de retrouver. surf. Et ensuite, Julien, donc, qui est mon compagnon et qui a créé Blutopia avec moi, lui, il est devenu instructeur de plongée. Et du coup, à travers lui, j'ai aussi fait avec lui beaucoup de plongée et je suis devenue guide de plongée. Donc j'ai mon diplôme pour pouvoir guider des plongeurs certifiés sous l'eau. C'est génial. Et donc, vous faites ça à La Rochelle? Alors non, on n'en a jamais fait à La Rochelle. Julien, lui, il a enseigné en Sardaigne, donc en Italie, et aux Maldives pendant un an. Donc très très C'est loin. pas vrai. Ouais. Mais dis donc, c'est incroyable. Enfin, les Maldives, voilà, hein, il y a le côté joli et le côté moins joli, Ouais. mais c'est incroyable. Mais sous l'eau, c'est assez beau. Et oui, sous l'eau, c'est beau, j'imagine, oui, absolument. C'est génial. Et alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à monétiser à travers Blutopia ou vous avez tous les deux une activité à côté? Bah alors ça, c'est la grande question. Quand on a créé Blutopia, moi j'étais encore étudiante, Julien avait pu économiser de ses mois et années en tant qu'instructeur de plongée, donc c'était pas le plus gros problème au début. Et puis petit à petit, quand on a fini toutes nos économies et épuisé un peu partout là où on pouvait, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait pouvoir vivre de ce projet, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout envie de l'arrêter. Et peut-être pour revenir au début, avant de répondre à ta question, on est parti, le premier grand projet de Blutopia, c'était de partir faire le Blutopia Tour pour pouvoir tourner notre première série documentaire sur les solutions à la pollution plastique. Oui, Donc on est tout à parti fait. de janvier à juillet 2019, l'année dernière.
Et pour faire ça, on a pris toutes nos économies et pour compléter le budget, on a fait une campagne de financement participatif. On a eu 6 000 €, donc on avait 20 000 € de budget à peu près pour partir pour 7 mois. On a tourné ce documentaire, on est rentré, on a fini de le monter, il est tout juste sorti. Donc Alors aujourd'hui, attends, on revient ouais, un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, dis-moi. j'allais t'en parler juste après, mais comme tu en parles maintenant, je saisis l'occasion. Donc raconte-nous plus en détail, parce que ça, c'est un projet que je trouve absolument extraordinaire. Pour l'instant, je n'ai regardé qu'un seul épisode, mais honnêtement, je l'ai dévoré, c'était génial. Et je compte bien regarder les suivants. Donc raconte-nous, où est-ce que vous êtes parti? Pourquoi? Qui est-ce que vous avez rencontré? On Alors t'écoute. du coup, déjà, pourquoi on est parti parce que nous, on avait envie de mieux comprendre le problème de la pollution plastique. C'était le problème le plus visible que nous, on voyait le plus en plongeant et en allant surfer, en passant du temps dans l'océan. Et c'est là-dessus qu'on avait envie d'agir, mais avant d'agir, on voulait mieux le comprendre. Donc on a décidé de partir dans les pays qu'on dit les plus pollueurs, ceux qui envoient le plus de plastique dans l'océan, qu'on peut voir dans tous les articles top 5 polluters dans le monde. Donc on est parti dans 7 pays en Asie du Sud-Est et ensuite en Australie. Et le but c'était donc comme je le disais, de comprendre ce qui se passait sur le terrain et aussi de voir comment les populations locales s'adaptaient et trouvaient des solutions pour répondre aux problèmes. Donc on avait prévu de rencontrer 20 entrepreneurs. Au final, on en a rencontré 60. Beaucoup plus que Énorme. prévu. Donc à la base, Énorme. c'était censé être un documentaire, un simple documentaire. Et finalement, ça s'est transformé en série documentaire parce qu'on avait beaucoup trop d'informations à partager. Et l'idée de ce documentaire, c'était de partager ces solutions-là et de donner un peu une note d'espoir et une note positive pour montrer que même dans ces pays qu'on dit les plus pollueurs, il y a des solutions, les gens agissent et tout n'est pas perdu en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu as rencontré, en tout cas j'ai pu voir dans l'épisode 1, des associations que je suis maintenant sur Instagram pour voir un peu ce qu'elles font. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Donc du coup, on a décidé de se concentrer sur 4 thématiques principales qui sont en lien avec les solutions qu'on peut trouver pour lutter contre la pollution plastique. Donc c'est les thèmes de nos 4 épisodes de la série documentaire qui s'appelle L'autre confort. Le premier thème, c'est collecter, donc collecter les déchets plastiques qui sont déjà soit dans l'océan, soit sur les plages ou alors quelque part dans la nature. Le deuxième, c'est revaloriser. Donc, une fois qu'on a collecté les déchets plastiques, qu'est-ce qu'on en fait si on les remet dans la poubelle? Surtout dans ces pays-là, il n'y a aucun système de collecte et de gestion des déchets, donc ça va très certainement finir au même endroit. Donc des solutions pour pouvoir les revaloriser, et notamment les déchets qu'on dit de mauvaise qualité et qui sont quasiment jamais recyclés, même en France. La troisième thématique, c'est réduire, parce que au final, on se rend compte que collecter, revaloriser, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est aussi très cher. Et du coup, la solution la plus radicale et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour résoudre ce problème-là, c'est vraiment de réduire à la source notre consommation de plastique. Et le tout dernier épisode, c'est sur le thème de l'éducation. Comment on fait maintenant qu'on sait tout ça pour éduquer les populations, les citoyens, les citoyennes, pour qu'ils et elles comprennent les enjeux et agissent. Génial. Et il y a une association, en tout cas, il y a une personne qui a dit une phrase qui m'a assez marquée et je me suis sentie assez con parce que je me suis sentie concernée. Donc, dans ce premier épisode, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a deux associations que vous mettez en avant. Donc, il y en a une, c'est Trash Hero, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est ceux qui, alors, c'est soit, dis-moi si je me trompe, c'est ceux qui ramassent les déchets, c'est ça? Ouais, alors les deux ramassent des déchets. Les Du coup, ramassent les déchets. il y a Trash Hero, donc ça c'est en Birmanie, au Myanmar, et Tech3 qui est en Australie. Voilà. Exactement. Et donc, je crois que c'est une personne faisant partie de l'association Trash Hero qui a dit, même si c'est pas nous qui jetons les déchets que nous trouvons par terre, on fait tous partie de la même espèce et on partage tous la même planète, donc il faut les ramasser. Et en fait, je me suis sentie super con parce que combien de fois je me suis baladée quelque part et j'ai vu des bouts de plastique, des déchets autour de moi et en fait, je suis passée devant en fait, enfin, Mm.
sans y réfléchir. Et du coup, depuis que j'ai regardé ton épisode, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je sais pas, peut-être que je pense à prendre un petit sac avec moi quand je pars en balade et que je trouve des déchets et que j'en ramasse au moins quelques-uns. Mais en tout cas, tu vois, comme tu dis, effectivement, il faut éduquer les gens parce qu'on nous a jamais éduqués comme ça. Et je trouve que cet axe-là est hyper important et hyper intéressant. Ça m'a vraiment marqué. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, l'éducation, c'est la base de tout. Et si on ne sait pas précisément ce qui se passe, même si on est tous au courant qu'il y a un problème et on est tous au courant que la planète va mal, si on ne sait pas exactement ce qui se passe et ce que nous, on peut faire, bah, c'est très difficile d'agir, en fait. Exactement. Et alors revenons à la question, que je t'ai posée il y a quelques minutes. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous voulez emmener Blutopia et est-ce que vous souhaitez monétiser des choses à travers Blutopia? Oui, alors du coup, pendant le Bluetopia Tour, donc pendant le tournage de ce documentaire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins du côté des entrepreneurs qui développent soit des associations, soit des entreprises à impact, et qui ont pour la plupart du mal à se faire connaître et à parler de leur initiative et à donner une bonne image de l'engagement écologique qui, même si c'est de plus en plus à la mode aujourd'hui, a encore très souvent une image de des babas cool en je vais dire un truc un peu bête mais des babas cool en sarouel voilà ça donne pas forcément envie et pour beaucoup de personnes c'est une grosse perte de confort aussi de passer à des produits ou des actions écologiques et plusieurs entrepreneurs nous ont demandé de faire des vidéos, des photos, du contenu pour leur marque pour pouvoir le promouvoir et donner du coup une meilleure image. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, bah, oui, ça pouvait être un moyen aussi pour nous de viabiliser l'association et de générer des revenus pour pouvoir continuer à la développer. Donc c'est une première piste qu'on a creusée. Quand on est rentré, on a décidé d'en parler aux marques qui étaient partenaires du tour et qui nous avaient offert des produits pour qu'on puisse partir, donc comme l'Amazona qui nous avait offert tous nos produits cosmétiques zéro déchet. Et c'est devenu notre première cliente de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est devenu Studio Plouf, qui avant faisait partie de Bluetopia et qu'on a décidé de séparer officiellement parce que c'est des cibles différentes. Bluetopia, on veut vraiment rester sur un côté associatif. C'est pour nous des actions qu'on fait bénévolement et à côté Studio Plouf qui est la partie qui va nous permettre de nous rémunérer. Donc aujourd'hui, c'est un studio de création où on crée du contenu, photo, vidéo et rédactionnel pour des projets engagés. Génial. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs clients? Donc oui, aujourd'hui, on a plusieurs clients, beaucoup de marques qui se lancent en campagne de financement participatif sur Ulule ou sur KissKissBankBank ou d'autres plateformes. L'Amazona qui est notre tout premier client et qui est encore client aujourd'hui. Super. Des marques aussi locales. À La Rochelle, on est content d'avoir pu travailler avec une marque de cosmétiques zéro déchet fait à La Rochelle. Donc oui, ça se développe petit à petit alors qu'on vient tout juste de lancer officiellement, mais officieusement, c'était en route depuis un moment. C'est super, franchement, bravo. Et j'aime bien ce genre d'histoire, tu vois, vous vous êtes lancé dans quelque chose parce que ça vous tenait à cœur et pas en étant obsesse par le fait de faire rentrer de l'argent grâce à ce que vous allez entreprendre. Ça s'est passé autrement et c'est bien de montrer que ça peut se passer comme ça aussi. Tu t'engages dans quelque chose parce que ça te tient à cœur et ensuite tu vas trouver la solution pour en vivre parce que bien évidemment on a besoin de manger, de dormir, voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc il faut bien faire rentrer de l'argent à un moment donné. Donc c'est très intéressant et je pense que ça va donner beaucoup d'espoir et de courage à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des projets qui leur tiennent à cœur mais qu'elles ne savent pas encore comment monétiser la chose. Ça peut être l'étape 2 en fait. C'est souvent l'étape, enfin c'est bien aussi quand ça se passe comme ça. Je pense que c'est... Ouais. Ouais. Et du coup, pour compléter la réponse à cette question, donc aujourd'hui, il y a Studio Plouf qui va devenir très prochainement membre de 1% pour la planète pour verser 1% de son chiffre d'affaires à Bluetopia. Donc, c'est une boucle qui se ferme. Super. Et aussi, le fait de pouvoir travailler 4 jours dans la semaine pour Studio Plouf, ça nous permet, nous, de nous libérer un jour de bénévolat pour Bluetopia. Donc ça, c'est assez génial.
Et on a quand même besoin d'argent pour Bluetopia et pour différents projets qu'on veut mener, pour des idées de documentaires qu'on a en tête et qu'on a envie de faire après le premier qu'on vient de terminer. Donc on a décidé de lancer un nouveau projet en début d'année prochaine, si tout se passe bien. Ça va un peu dépendre de la situation. Mais l'idée, c'est de faire un cadre en plastique recyclé avec le pavé et PopFrame. Donc le pavé, eux, ils récupèrent des déchets plastiques pour en faire des plaques de construction. Et PopFrame, c'est un atelier d'assemblage de cadres. Donc on travaille avec ces deux structures-là qui sont sur Paris pour faire des cadres photos. Et ensuite pouvoir vendre des photos de l'océan à des personnes qui seraient intéressées pour soutenir l'association. Et 100% des profits de ces cadres-là iraient à Bluetopia et nous permettraient de faire de nouveaux documentaires et de mener des actions sur La Rochelle. Génial. Tout est lié, hein. Tous vos projets sont Ouais, liés, exactement. ça fait sens. On essaye. Et d'ailleurs, je me posais une question sur Instagram, sur votre page Instagram Bluetopia. Il y a écrit adhérer à l'association en 30 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait quand on est adhérent de l'association? Ouais, alors c'est tout nouveau, on vient de le mettre en place parce que du coup on a créé l'association il y a 2 ans et demi et on a de plus en plus de personnes qui nous demandent de nous aider, qui ont envie de participer à la Réchelle aussi, à la protection de l'océan et participer aux activités de Bluetopia. Donc on a des bénévoles qui sont de plus en plus engagés, notamment sur La Rochelle. Et on n'avait en fait jamais vraiment mis en place d'adhésion alors qu'une association est censée avoir des adhérents et des adhérents. Du coup, là, on s'est dit c'est le moment de le faire maintenant qu'on a des bénévoles assez réguliers, des personnes qui nous suivent et qui nous demandent souvent comment nous aider. Donc aujourd'hui, adhérer à l'association, ça coûte 10 € par an. Et ça permet déjà de soutenir tous nos projets. Donc cet argent, il sera évidemment réinvesti dans des projets. Ça ne va pas dans des salaires vu que nous, on est bénévoles pour l'association. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir un droit de vote sur des assemblées générales. Donc on va faire une assemblée générale par an où on présentera les idées de projets pour l'année suivante, les budgets, etc. Et ça permettra aux personnes de voter sur les actions à mettre en place et aussi d'élire les membres du bureau. Parce qu'aujourd'hui, c'est Julien qui est trésorier et moi qui suis présidente, mais on aimerait bien ouvrir la gouvernance dans les années à venir à d'autres personnes. Super, franchement c'est génial. Et est-ce que vous comptez organiser des actions, c'est-à-dire par exemple nettoyer la plage de La Rochelle, ce genre de choses? Alors, on n'est pas trop nettoyage. Comment ça? Comment ça, Mallory? On explique un peu dans l'autre confort, donc je vous invite à aller tous et toutes regarder l'autre confort qui est en ligne. Mais oui, enfin, les nettoyages, évidemment, c'est intéressant pour prendre conscience de ce qu'on retrouve sur nos plages. Et se rendre compte qu'en fait, c'est des objets qu'on utilise dans notre quotidien. Mais pour nous, c'est loin d'être la meilleure des solutions. Et juste nettoyer pour nettoyer, en fait, ça n'a pas forcément de sens. Il faut avant tout réduire et essayer d'utiliser le moins de plastique possible, de créer le moins de déchets possible dans son quotidien, plutôt que de se dire, de toute façon, c'est pas grave, je vais aller les ramasser sur la plage demain. Ouais, bien sûr, je comprends. On ne fait pas beaucoup de nettoyage, mais on en a fait un récemment parce qu'on a fait le festival Bluetopia début octobre. Ah, bah dis donc, génial. Et donc c'était la toute première édition du festival qu'on aimerait bien refaire dans les années à venir. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce festival? Qu'est-ce que c'est? Plein de choses. C'était une journée entière qu'on a dédiée aux solutions à la pollution plastique. À l'occasion de la sortie de notre dernier épisode de l'autre confort, de la série documentaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le matin, il y avait une séance de yoga en lien avec l'océan pour se reconnecter à soi et à l'océan. Donc, ça aurait dû avoir lieu sur la plage, mais la tempête a eu raison de cette séance de yoga, donc ça s'est passé à l'intérieur finalement. Après ça, il y a eu une collecte de déchets sur la plage. Pour le coup, il y a eu une 50aine de personnes motivées malgré la pluie et le vent. Ensuite, avec ces déchets-là, on en a fait une œuvre d'art collective pendant l'après-midi avec une artiste qui est venue présenter son œuvre qui s'appelle Plastic Vortex, qui est faite entièrement à partir de déchets plastiques.
Il y a eu plein d'autres choses. L'après-midi, il y avait un marché de seconde main où les gens pouvaient échanger des déchets qu'ils avaient collectés le matin contre des vêtements, et des objets de seconde main. C'est drôle. Ouais. Il y avait un marché avec des marques françaises qui permettent de réduire nos déchets. Et le soir, une table ronde et la projection du dernier épisode de L'Autre Confort. Génial, bravo. Mais vous êtes hyper calé hein, quand même là-dedans, dans tout ce qui est entrepreneuriat, organisation d'événements. C'est des choses que vous aviez déjà fait tu as l'air très, comment dire, très au fait, très organisé, et t'as que 24 ans, tu vois, donc je suis assez admirative. Ouais, bah écoute, non, je sais pas. Je pense que c'est des choses aussi que j'ai apprises à Make Sense. Enfin, c'est vraiment chez Make Sense que j'ai appris ce que c'était l'entrepreneuriat, ce que c'était que d'engager du monde autour d'une cause. Et oui, vraiment, à côté du développement de cette plateforme dont on a parlé tout à l'heure, j'ai organisé aussi ce qu'on appelait des Sense Meetup. Donc, c'était des événements dédiés à des porteurs de projets assez jeunes qui avaient envie de se lancer ou qui venaient tout juste de se lancer pour leur donner les clés d'avancer dans leur projet. On a organisé un événement pour un gros sommet de l'entrepreneuriat social avec le prix Nobel de la paix Mohamed Younous. Donc ouais, en fait, je faisais plein de choses différentes et c'était toujours en mouvement, toujours très actif. Et je pense que ça m'a donné ce goût-là de faire plein de choses et d'agir le plus possible pour une cause qui nous tient à cœur. Bien sûr. Et alors, c'est quoi ton rêve? Où est-ce que toi et ton chéri souhaiteriez emmener Blutopia? Bah écoute, je pense que là, on s'est beaucoup posé de questions et on fait beaucoup de choses et on a aussi envie de se recentrer sur le cœur de Bluetopia et ce pourquoi aussi on l'a créé. Et on a pris beaucoup de plaisir à faire ce premier documentaire et on a plein d'idées de sujets pour d'autres documentaires. Et je pense que notre plus grand rêve, c'est de pouvoir faire un documentaire sur l'alimentation en France, un autre sur la finance, et sur d'autres sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur et pour lesquels les gens ne voient pas forcément aujourd'hui le lien avec l'océan alors qu'il est très direct. Donc on va travailler dur pour pouvoir faire ces documentaires assez vite pour se rendre compte de l'impact que notre argent ou que notre alimentation ont sur l'océan et qu'on change nos habitudes par rapport à ça. Génial. Et d'ailleurs, enfin dans l'épisode, lorsque vous présentez, puisque vous mettez en scène tous les deux, vous jouez les présentateurs en fait, vous animez votre propre série, mais vous êtes incroyable. C'est-à-dire qu'on dirait clairement que vous avez fait ça toute votre vie. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Moi, j'ai halluciné. C'est fou, quoi, la manière que vous avez de présenter. On dirait deux présentateurs et que vous aviez déjà fait l'exercice auparavant. Bon, après, on s'est beaucoup entraîné aussi. Il n'y a pas été une Forcément. seule prise. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. C'est vraiment. Je le dis pas ça parce que tu passes dans les locomotives. Je suis toujours hyper admirative de toutes les filles avec qui j'échange. Mais voilà, c'est sincère. Vraiment, je vous trouve très très bon. Vous allez peut-être finir présentateur sur une chaîne hyper connue pour présenter Peut-être un quelque jour, chose. on présentera quotidien d'ici 10 C'est ans. ça. On sait jamais où la vie peut nous emmener. Hein. C'est ça. Tellement de surprises. Mallory, on a un petit rituel à chaque fin d'épisode. Je ne sais pas si tu le connais, mais je demande toujours aux filles de me donner une phrase qui les guide dans la vie ou un conseil que tu aimerais partager avec nous. Bah, écoute, c'est un conseil dont on a un peu parlé tout à l'heure. Je pense que le plus important, c'est de rester curieux et curieuse et de toujours essayer de creuser des sujets, de comprendre l'impact qu'on a, de comprendre des sujets qui nous touchent pour pouvoir mieux agir dessus. Donc, ouais, je pense que vraiment essayer de regarder le plus de documentaires possible et c'est pour ça qu'on va aussi en produire, de lire des livres, de regarder des vidéos, écouter des podcasts sur des sujets qui nous tiennent à cœur et ensuite quand on a compris les enjeux et compris
les solutions qui existent pour pouvoir y répondre, essayer de les mettre en place le plus possible dans nos quotidiens. Et je pense une chose que je pourrais aussi ajouter, c'est essayer de hiérarchiser. Oula, pardon. Hiérarchiser, c'est pas facile à dire. Hiérarchiser un peu les actions qu'on met en place, parce que évidemment tous les combats se valent et il faut agir sur tous les fronts, mais il y en a certains qui ont plus d'impact que d'autres. Donc nous, on a beaucoup parlé de la pollution plastique, mais on est aussi conscient que notre argent, notre épargne ou notre alimentation, ça a beaucoup plus d'impact que de s'engager dans une démarche zéro déchet. Donc comprendre aussi que peut-être que parfois il vaut mieux un tofu emballé dans du plastique que un morceau de viande produit très loin et qui a été nourri au blé OGM, par exemple. Bien sûr, c'est clair. Mais c'est pour ça que je reviens encore sur ce que tu disais. Le plus important et ce qui va, je pense, avoir le plus d'impact, c'est l'éducation. On a besoin d'être éduqué, et toute génération, c'est-à-dire des plus jeunes aux plus vieux. Complètement. Exactement. Tout à fait. Mais écoute, merci pour ces précieux conseils que j'espère nous retiendrons tous. Mallory, je te souhaite beaucoup de succès à toi et à ton compagnon dans ce beau projet. J'espère que vous arriverez à avoir davantage d'impact au fil des mois et des années. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Sandra, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup